Une nouvelle étape de franchie vers la neutralité carbone. 5 premières bornes de recharge Evergreen destinées aux poids lourds électriques ont été inaugurées ici, sur le site du parking Kimmel, en bordure de l'autoroute A4 dans le Bas-Rhin. Installées à cet endroit stratégique du transport routier, ces bornes permettent la recharge des camions durant les arrêts des chauffeurs, de jour comme de nuit. L'idée, c'est de venir amener la charge pendant ces pauses, de manière à ce que les camions puissent être opérés sans aucun changement parce qu'ils passent à l'électrique. Et donc, on a installé ici des bornes de recharge très puissantes qui permettent de charger les camions en moins d'une heure la journée et qui permettent de les charger complètement pendant la nuit. Renforcé d'ici 2028 par l'arrivée de 19 bornes supplémentaires, le site a pour objectif de se positionner comme une étape importante du réseau routier en France. Mais l'entreprise française Evergreen ne se contente pas de sa présence dans le Grand Est, elle ambitionne de couvrir 80% des corridors nationaux en bornes de recharge poids lourds dans un secteur en pleine mouvance. On a bien avancé en fait dans le secteur du transport. La première partie qui s'est équipée, c'est le transport régional. Et aujourd'hui, on a, je dirais, des camions qui sont capables de couvrir tous les usages, aussi bien le régional que le national. C'est des camions qui peuvent faire 500 km et d'autres séries arrivent avec plus de 700 km d'autonomie. Un développement technologique qui pousse les transporteurs à verdir leur flotte. Le groupe Kimmel, propriétaire du parking mais également de plus de 300 poids lourds, vient tout juste d'accueillir ses 4 premiers véhicules électriques, avec l'ambition d'en ajouter une dizaine d'autres durant l'année 2027. C'est totalement dans l'air du temps. Et l'idée, c'est d'électrifier une bonne partie de notre flotte, de nos véhicules, notamment à cause du gasoil qui est très cher. Et là, ce parking avec ses panneaux solaires nous le permettent. Donc autant avoir des véhicules électriques et d'aller dans ce sens-là. Des ombrières photovoltaïques fraîchement installées au-dessus du parking, couvrant une surface de 30 000 m². Elles génèrent au groupe une production de 7 MW, dont une partie est directement redistribuée dans les bornes de recharge. Un service supplémentaire pour ce parking pouvant accueillir jusqu'à 220 poids lourds, à l'abri du soleil et des intempéries. Au début, c'est toujours une phase d'essai. Donc on l'a ouvert en 2020, le parking. Donc les 2 premières années, effectivement, c'était plutôt maigre. C'était plus... on avait une quinzaine de véhicules tous les soirs ou le week-end. C'était pas énorme. Mais là, ces 2 dernières années, ça a pris. Et là, la fréquentation, elle est bonne. On est à l'équilibre. Un pari réussi qui se tourne donc désormais vers l'électrique, notamment par l'énergie solaire. Le coût total reste tout de même conséquent. Près de 15 millions d'euros ont été investis dans le parking et ses diverses installations. Denia, Clémence, Joyce, Mathilda, Océane, Katia, Célia et Justine. Elles ont marqué la saison de la Sogim de Sarreguemines, une saison record avec 6 médailles remportées. Joyce Cana, 16 ans, a ramené à elle seule 3 médailles au club, avec un week-end exceptionnel au championnat de France de Oyonnax les 1er et 2 mai. Elle a été sacrée championne de France au concours général, championne de France saut et vice-championne de France sol. J'étais très contente parce que je savais que je pouvais le faire et je me suis donné tous les moyens pour y arriver. Lors de la même compétition, Clémence Mazzarolo, 10 ans, a remporté la médaille de bronze en catégorie nationale 11 ans. Une première pour la jeune gymnaste qui vise une médaille dans la catégorie élite la prochaine saison. Je suis très heureuse d'être déjà au championnat de France. Un peu stressée au début et après j'étais quand même très heureuse. Première médaille de bronze aussi pour Denia Benchinoun, âgée de 9 ans, au championnat de France élite à Mulhouse le 5 juin. Elle a pour objectif de remporter une médaille d'argent la prochaine saison. C'est ma première médaille en élite. J'étais un peu stressée au début et après le podium, j'étais hyper contente. La dernière médaille a été remportée en équipe, formée par Mathilde Arif, Océane Bréchard, Katia Weisskop, Célia Misbach et Justine Kopp. Elles ont été sacrées vice-championnes de France fédérale 14 ans et plus le 23 mai à Niort. Ça représente énormément de fierté parce que déjà l'équipe elle est un peu inédite au club. On nous a souvent appelé l'équipe des mamies parce que on a 2 mamans qui font partie de cette équipe. Elles se sont un peu lancé le défi il y a 2 ans maintenant de ça de reprendre la compétition et elles m'ont un peu embarquée avec elles dans l'aventure, donc je suis vraiment très fière d'avoir partagé tout ça avec elles. L'envie de me dépasser, peut-être une petite crise de la quarantaine qui approchait et l'envie aussi de montrer aux jeunes que finalement c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question d'envie et de motivation. Et puis une équipe qui s'est montée autour, on était toutes soudées et on a eu des coachs qui nous ont poussés et voilà, le résultat
Et là, on a beaucoup pleuré parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail pour toute l'équipe. Il y a beaucoup de peur aussi sur certains éléments. Et on est là pour se souder, pour s'encourager. On sait vraiment la persévérance de chacune. Moi, j'ai été très honorée de faire partie de cette équipe. Parce que comme je dis, c'est pas tous les jours qu'on fait équipe avec 2 mamans dans l'équipe. Mais ça a été une super aventure parce que franchement, l'ambiance a été super. C'est bonne enfance en fait. Et on se tire toutes vers le haut et c'est beau quoi. Une consécration pour toutes ces gymnastes, le résultat de leur performance et du travail de l'ensemble de l'équipe de l'Assogym de Sarreguemines qui encadre les athlètes. Grande fierté pour le club, c'est une saison exceptionnelle pour nous parce qu'on a eu 6 médailles au championnat de France. Une fierté pour nous, mais le plus important c'est ce qui se passe avec la relation qu'on a avec les gyms et c'est ça qui est le plus important. L'Assogym de Sarreguemines compte cette année plus de 750 licenciés. Les inscriptions pour la nouvelle saison débutent la semaine prochaine. Que ressentez-vous lorsque votre regard se plonge dans cette forme cylindrique ? Une multitude de volumes, de lignes ou encore de matières naturelles et industrielles s'inscrivent dans l'univers de Leonora Salihu, artiste plasticienne. Elle invite les visiteurs à voir ses œuvres sous différentes perspectives. Une exposition à découvrir à la Halle Verrière de Meisenthal. Ce sont des panneaux multiplex que l'on connaît surtout dans le domaine du bâtiment et qui sont souvent utilisés pour les coffrages, pour le béton. Et le tout est recouvert de tapis en plastique, ce qui donne l'impression que la surface, cette surface bleue, est légèrement ondulée. Ce n'est donc pas une surface parfaitement lisse. Une œuvre graphique coproduite avec la Halle Verrière de Meisenthal. C'est d'ailleurs l'une des pièces centrales de cette nouvelle exposition baptisée en anglais Slack Tide. On peut l'interpréter de différentes façons. Certains y voient un parachute, d'autres un bateau ou autre chose encore. Le Slack Tide, c'est le moment où l'eau est immobile. C'est certes un moment de calme, mais c'est en réalité aussi un moment très intense où l'eau commence à se remettre en mouvement, pleine d'énergie. Des structures en céramique, en plastique, en tapis ou encore en bois composent cette exposition. Slack Tide, c'est une immersion visuelle pour petits et grands jusqu'au 20 septembre 2026. En fin de semaine dernière avait lieu un conseil communautaire à Sarreguemines, l'occasion pour le commissaire aux comptes de rendre un nouveau rapport. Son opinion ne change pas, elle est conforme à celle des années précédentes. Il certifie une nouvelle fois les comptes de la collectivité avec 2 réserves, une interne et une externe. Pour obtenir une certification sans réserve, la CASC doit pouvoir inventorier l'ensemble de ses actifs et faire en sorte que cette liste corresponde à celle du trésorier, ce qui n'est pas une mince affaire. Encore plus difficile à obtenir, la collectivité doit être certaine que les produits fiscaux que lui verse l'État correspondent aux sommes prélevées dans le cadre des impôts locaux. Et ça, c'est pour l'heure impossible à vérifier et ça ne dépend pas de la CASC. À l'unanimité, sans opposition et sans abstention, les élus ont adopté les comptes financiers uniques 2025, l'affectation des résultats et les différents budgets de l'intercommunalité. En plus des finances, ils ont parlé économie en évoquant l'ADESI, l'aide intercommunale à l'investissement des entreprises. En 2026, l'enveloppe s'élève à 75 000 €. Elle sert à verser des subventions individuelles à des commerçants, des artisans et à des petites entreprises situées sur le territoire de la CASC pour leur permettre de rénover des locaux, renouveler du matériel professionnel ou embaucher du personnel. Une aide financière qui repose bien évidemment sur des règles et qui est gérée par Espace Entreprise. La volonté de maîtriser les dépenses a été maintes fois évoquée lors de ce conseil communautaire. Elle se matérialise notamment par la baisse
puis l'arrêt de l'incitation financière au covoiturage mise en place depuis 2022, une incitation qui permet aujourd'hui aux covoitureurs de voyager gratuitement et aux conducteurs de bénéficier d'une aide financière versée par la communauté d'agglomération. Elle s'élève à 2 € par passager entre 2 et 20 km, plus 10 centimes ensuite par kilomètre parcouru entre 21 et 40 km ou plus. Les conducteurs peuvent prendre 3 passagers au maximum par jour et effectuer au maximum 2 trajets par jour. Le montant mensuel de l'aide octroyée à un conducteur est plafonné à 120 €. S'il a des vertus, ce dispositif est victime de son succès. Nous avons constaté une progression constante du nombre d'inscrits et du nombre de covoitureurs actifs. Ce succès a conduit notre Assemblée à reconduire le dispositif jusqu'à fin 2026 avec une enveloppe annuelle de 200 000 € consacrée aux aides financières. Toutefois, si l'utilisation du service est une réussite, son coût évolue aujourd'hui à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. En 2024, les dépenses sont restées relativement stables, puis tout au long de l'année 2025, la consommation du budget a fortement augmenté. Nous sommes passés d'environ 20 000 € d'aides versées par mois au début de l'année à près de 33 000 € en décembre. Depuis le début de l'année 2026, cette progression s'est encore accélérée. Les aides distribuées ont dépassé les 50 000 € mensuels en mars et en avril. Résultat, sur les 4 premiers mois de l'année, près de 195 000 € ont été consommés, soit quasiment l'intégralité de l'enveloppe annuelle prévue. Jusqu'à présent, nous avons pu poursuivre le dispositif grâce aux reliquats des années précédentes, mais si la tendance actuelle se poursuit, l'ensemble des crédits disponibles sera épuisé dès le mois de juillet. D'autre part, si nous maintenons les règles actuelles sans modification, le coût du covoiturage pourrait atteindre environ 750 000 € par an à partir de 2027, dont près de 600 000 € d'aide directe aux usagers, le reste étant versé à Blablacar Daily. Cette perspective pose naturellement la question de la soutenabilité financière du dispositif sur le long terme. Face à cette hausse des dépenses, les élus de la CASC ont décidé d'être moins généreux. À partir du 1er septembre 2026, l'incitation financière versée aux conducteurs utilisateurs du service va baisser. Voici quelles seront les principales modifications. L'aide forfaitaire versée par passager va passer de 2 € à 1,50 €. Les aides versées pour les trajets de plus de 40 km vont être supprimées et le plafond mensuel versé par conducteur va passer de 120 € à 100 € par mois. Ces nouvelles règles s'appliqueront du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et à partir du 1er janvier 2027, cette incitation financière au covoiturage va disparaître. L'idée n'est pas de remettre en cause le covoiturage lui-même, bien au contraire, l'objectif initial était de créer une dynamique et d'ancrer de nouvelles habitudes de déplacement. Au regard du nombre d'utilisateurs et de la croissance constatée depuis plusieurs années, nous pouvons considérer que cet objectif est désormais atteint. Comme ça vient d'être dit, nous avons atteint l'objectif qui était de sensibiliser à l'intelligence du covoiturage, qui en lui-même fait déjà gagner, fait déjà économiser. Même s'ils n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour du Conseil communautaire, les gens du voyage ont une nouvelle fois alimenté les discussions. Ils n'ont pas disparu, ils sont juste moins visibles car ils ont enlevé leur caravane de l'avenue marchande de Grosse-Biederstroff. Ils sont désormais installés sur les terrains de foot de Lixin et de Roulin, ce qui a le don d'exaspérer les habitants et les élus. Hier soir, ça faisait du motocross dans la campagne, donc ça c'est pareil, c'est pas autorisé, donc à part pour eux. Donc voilà. Donc il y a quelques nuisances qui apparaissent que je n'avais pas l'année dernière. C'est vraiment un gros fléau et une grosse problématique que j'espère on arrivera à remonter au plus haut sommet de l'État parce que ça commence un petit peu à saturer dans le secteur. Si vous voulez mon avis, ce jeu du chat et de la souris entre les gens du voyage et les autorités n'est pas prêt de s'arrêter. C'est la fin de cette chronique, merci de l'avoir suivi. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, le ciel se partage entre nuages et éclaircies, mais tout le monde devrait rester au sec. Les températures 18 degrés au petit matin et jusqu'à 30 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Antoine. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire.
Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Léonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 Cafés Gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr. Bienvenue à Schorbach, à un jet de pierre de Bitche. Sa paroisse a été pendant longtemps l'une des plus importantes du pays de Bitche. Elle est l'une, voire la plus ancienne paroisse du pays de Bitche. La paroisse de Schorbach, comme celle de Walsbronn, est l'une des plus anciennes du pays de Bitche. Toutes les deux dépendaient de la célèbre abbaye de Sturzelbronn. Mais au départ, nous sommes en 1143, elle est consacrée par le légat du pape vers plusieurs saints, Saint Léger, Saint Laurent, la Vierge Marie et beaucoup d'autres, comme le présente ce tympan. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une reconstitution sans doute du milieu du XVIIIe siècle. En 143, l'arrivée des premiers moines vers Sturzelbronn, la paroisse, le patronage et les dîmes dépendaient de plusieurs comtes. Les comtes d'Eberstein, liés au pape Léon d'Alsace, mais aussi à la Petite Pierre et beaucoup d'autres. Il faudra près d'un siècle pour que l'abbaye de Sturzelbronn récupère l'ensemble des droits sur cette paroisse. Cette paroisse, à cette époque, a de nombreuses annexes, jusqu'à Rierswiller, mais aussi Bitche, puisque Bitche, à l'époque du Moyen-Âge, c'était simplement le château. Et ainsi, la paroisse était positionnée à Schorbach. Comme on le constate, le cimetière est positionné des deux côtés de l'église de Schorbach, au contraire de certaines paroisses où le cimetière est excentré du bourg. On a aussi une preuve de l'ancienneté de la paroisse par l'ossuaire qui se trouve derrière moi, où à l'époque, tous les 30 ans, les corps étaient ressortis devant une cérémonie en présence de la famille et les os déposés dans cet ossuaire. Monument insolite et intrigant, voici l'un des édifices les plus connus du pays de Bitche et pourtant celui qui suscite encore le plus d'interrogations. Classé monument historique depuis 1929, l'ossuaire de Schorbach, commune voisine de Bitche, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il a été édifié au XIIe siècle selon certains auteurs ou au XVe selon d'autres. Son architecture toutefois est semblable à celle du clocher de l'église qui lui est de 1150. Il est décoré de 11 arcades soutenues par 9 colonnettes toutes différentes et un pilier. On pense que l'exiguïté du cimetière autour de l'église forçait la population à déterrer ses morts après un certain laps de temps et à leur donner une seconde sépulture définitive dans une fosse protégée. On trouve ici plus de 100 mètres cubes d'ossements s'étalant sur une période allant du XIIe siècle à la Révolution française. La grille qui protège les ossements a été apposée en 1904 à l'initiative de la Société d'histoire et d'archéologie.
Une autre hypothèse évoque la présence non loin de là d'un Freudenberg ou Montjoie, un lieu qui aurait abrité une relique importante. Il était d'usage chez les derniers mérovingiens de réunir plusieurs sépultures près des reliques d'un saint, le plus souvent au pied de l'église. On aurait donc affaire ici à l'un de ces martyriats. Les deux têtes grimaçantes dans les voussures des arcades représentent sans doute des têtes de mort et appellent le pèlerin qui s'est arrêté au Montjoie. À une époque où la mort faisait pleinement partie de la vie de toute la communauté, les ouvertures en arcade permettaient à ceux qui passaient autrefois de voir les eaux entassées à l'intérieur et de méditer sur le sens de la vie et de la mort et prier pour le repos des âmes des trépassés. Nous venons de voir une figure humaine sur l'ossuaire, mais il en existe aussi derrière moi sur l'église reconstruite vers 1774. Mais à la même époque, les bourgeois de Bitche insistent auprès de l'abbaye de Sturzelbronn pour avoir leur propre église. Finalement, le XVIIIe siècle, c'est le début du grignotage de la vaste étendue de Schorbach avec l'emplacement de vicaires, tant à Rierswiller, Bitche ou d'autres lieux. Si bien qu'à la Révolution, Schorbach sera isolé et perdra sa figure de très grande paroisse du pays de Bitche. L'église de Schorbach, sous le patronage de Saint Rémy, possède encore aujourd'hui des éléments de mobilier et d'architecture remarquables. Nous voilà devant le vitrail qui représente Saint Léon IX. Ce vitrail date de 1965 et qui vient de Strasbourg, la maison haute, frère. Léon IX, pape alsacien, mosellan, Dabo et Gisheim. C'est les deux lieux, mais comme Dabo était en Alsace, on se contente de dire en Alsace. Était. Et puis derrière, vous avez une représentation d'une église de Rome, le Vatican. Léon IX, qui laissera aussi au pied de l'église un souvenir bien marqué, bien ancré, puisqu'on dit qu'un de ses proches est passé par ici pour venir consacrer cette grande et belle église mère du Bitchorland. Nous voilà au pied de la chaire à prêcher. C'est ici qu'autrefois on faisait les sermons, c'est-à-dire on sermonnait, on aimait bien faire cela. Cette chaire a une particularité qu'elle est d'un certain âge, bien sûr, entretenue. Elle a aussi l'ange tout à fait en haut avec son instrument de musique qui nous fait penser à l'Apocalypse. 4 personnages au premier lieu. Les 4, donc vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean, et chacun représenté par un animal ou par un humain. À partir de Vatican II, ça ne sera plus qu'une pièce de souvenir, un peu du passé, si on peut le dire, parce qu'on est parti devant, à Lambon, avec une sonorisation. Voilà, nous sommes dans le cœur de l'église. Donc nous avons les 14 stations. Nous avons donc la bourse de Judas. Ensuite, vous avez le flambeau et l'épée portée par les gardes venus pour l'arrestation de Jésus. Le coq annonçant le reniement de Pierre. Après, vous avez la croix glorieuse, donc la dernière station, la croix glorieuse. Et vous avez ensuite ce qui est symbolisé par le linceul, le tombeau et le tombeau vide, puisque là c'est un tombeau, le couvercle mis de côté pour montrer qu'il y a la résurrection. Mais c'est une particularité de ce lieu, et je crois que c'est ça le plus important. Qu'on trouve quelque chose ailleurs en même temps, bon, je veux bien, on peut trouver, mais ce qui symbolise cette église, c'est justement ce chemin de croix, toute cette histoire, qui commence par l'Eucharistie, on pense à la Semaine Sainte, Jeudi Saint, et ça finit par la résurrection. Nous sommes à Pâques. Donc nous avons fait le tour des 3 jours
ou des 4 jours importants dans sa semaine sainte. Nous sommes ici à la Felsenkapelle, la chapelle des Rochers, qui est à l'entrée de Schorbach quand on arrive de Beach, quand on arrive de Ranvillers. Plus ancien que la chapelle, sur ce site, il y a la croix qui est à côté, qui date du 19e, même si on n'en sait pas davantage au niveau de sa date d'érection. Une croix qui était assez intéressante parce qu'on a par exemple en bas un motif un peu original dans la région, plutôt une combinaison de 2 motifs qu'on a rarement ensemble. On a à la fois la Vierge au pied de la croix qui reçoit son fils dans les bras, ce qu'on appelle une Vierge de pitié, une pietà. Et en même temps, le sculpteur a combiné un autre thème lié à la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. On voit que alors si c'est pas directement son cœur, mais elle est transpercée de 7 épées différentes, les 7 douleurs qu'elle a connues dans sa vie. Et ici, le sculpteur a fusionné les deux, ce qui est assez rare dans l'iconographie. Et à la fin du 19e siècle, donc en 1872, une date qui apparaît tout en haut au sommet de la façade de la chapelle. Donc une chapelle est érigée à côté de la croix. On nous dit qu'elle est érigée par la paroisse, on n'en sait pas davantage. C'est une chapelle de plan assez simple, avec un petit clocheton en haut, surmonté d'une croix. Et ce qui est assez original sur la façade de la chapelle, c'est qu'elle réutilise, on a réemployé dans les murs de la façade, différents éléments en pierre qui, très certainement, il n'y a aucun doute, étaient des parties de croix plus anciennes. Nous sommes ici au pied du chevet de l'église Saint-Rémy, au bordure de la rue principale. Nous avons une croix monumentale qui est une croix d'épidémie. La date était inscrite au pied du socle, mais malheureusement elle n'est plus lisible depuis la Seconde Guerre mondiale. On sait, parce que des relevés avaient été faits, que c'était la date 1737 qui était notée ici. C'est une croix qui a été érigée donc, à un moment d'épidémie et qui donc tout naturellement représente des saints qu'on invoquait dans ces cas-là. Donc au-dessus, vous avez des saints qui sont habituellement au pied de la croix, la Sainte Vierge et Saint Jean. C'est normal sur une croix quelconque. Par contre, vous avez 2 personnages plus rares. Vous avez Saint Vendelin, à gauche, qu'on représente avec sa houlette de berger, avec sa gibecière, son petit sac, et ses moutons à ses pieds. Et de l'autre côté, vous avez Saint Sébastien, qui est simplement vêtu d'un linge à la taille, parce qu'il est en train de subir son martyre, c'est-à-dire qu'il est transpercé de flèches. Si on regarde de près, alors elles sont sculptées simplement en bas-relief, donc on a du mal à les voir, mais on distingue très bien les flèches qui représentent l'instrument de son martyre. Nous sommes donc maintenant plus d'1 siècle après la croix d'épidémie du centre du village, et nous avons une autre croix ici, tout près du terrain de foot actuel. Une croix qui date de 1854, année durant laquelle il y a eu une nouvelle épidémie dans le village, une épidémie de choléra, et pendant laquelle la population a prié spécialement 2 saints qu'on invoque pendant les épidémies. Ici, on retrouve le même Saint Vendelin qu'on avait déjà tout à l'heure, mais accompagné cette fois de Saint Roch. Et la paroisse a érigé cette croix en remerciement. Vous avez une belle inscription au pied de la croix qui raconte ces conditions des directions de la croix. Et puis 100 ans plus tard, en 1954, la paroisse a érigé à quelques mètres de la croix une chapelle pour commémorer ce 100e anniversaire, donc l'anniversaire de cette épidémie, et aussi très certainement pour rendre grâce après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve donc la date 1954 sur la façade, et à l'intérieur, on retrouve, encadrant l'autel de part et d'autre, les statues des mêmes saints, Saint Vendelin et Saint Roch. Donc un peu plus haut, quelques centaines de mètres avant la tombe bavaroise, nous avons la chapelle Sainte-Thérèse, une chapelle qui a été construite par les familles Aubringer tout de suite après la Première Guerre mondiale, entre 1919 et 1920. Et qui n'a pas pu être consacrée à Sainte-Thérèse, parce qu'en fait, Sainte-Thérèse n'était même pas encore canonisée à ce moment-là. Donc le curé a consacré la chapelle à la Sainte Famille, et dès 1925, donc dès l'année de la canonisation de Sainte-Thérèse, la chapelle a été consacrée à Sainte-Thérèse. La chapelle a donc été construite en 1919-1920, et dès l'année suivante, 1921,
c'est un fils du couple Aubringer qui avait construit la chapelle, qui a érigé la croix ici, à côté directement de la chapelle, qui porte la date d'érection 1921. Et la tradition nous dit qu'il l'a érigée suite à une promesse qu'il avait faite à ses parents. Et la grande niche qui orne le fût était... Il y avait 2 statues à l'intérieur, de Saint-Pierre et de Sainte-Reine, Sainte-Régine, qui étaient les saints patrons de ses parents, 2 statues qui malheureusement ont disparu depuis. Nous voyons donc que les siècles passant, la piété n'a pas diminué à Schorbach. En tout cas, elle s'est renouvelée, elle s'est modifiée. Les saints ne sont plus les mêmes. On n'invoque plus forcément les saints pour être protégés des épidémies. Mais la religion, la piété a continué à occuper l'espace tout autour du village jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est le Centre d'art qui vous invite à la réflexion à travers les œuvres d'inspiration biblique de Joseph Pearce. Si Schorbach, au fil de son histoire, a perdu son statut d'origine, elle a retrouvé un peu de son influence en devenant la paroisse mère de la communauté de paroisse Saint-Benoît et la résidence de son curé.